Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Angoisse, le double secret de Max Dora. Rarement avoué, notamment par les hommes qui la croient signe de faiblesse, l'angoisse est le sentiment le plus universel et le plus dissimulé. Pas à la hauteur. Il y a des mots qui tuent parce qu'ils détériorent l'image qu'on a de soi. D'un coup, nos idées, associations, souvenirs viennent confirmer qu'on est effectivement, dans le monde délirant de la rentabilité, un être sans valeur. Comme lors du montage d'un film sont retenus certains éléments et éliminés tous les autres, le montage de la mémoire ne retient plus que cette évidence angoissante, dans laquelle on se sent enfermé. Étrange, intime rencontre, un rêve parfois nous apporte cette précieuse certitude, un autre montage est possible. Auteur d'essais et de fiction, Max Dora a reçu en 2002 le prix Psyché pour son livre Heidegger, Primo Levi et le Séquoia. La double inconscience. Gallimard. Ses ouvrages, La syncope de Champollion, Entre les images et les mots et Quelle petite phrase bouleversante au cœur d'un être. Proust, Freud, Spinoza sont parus chez Gallimard respectivement en 2003 et 2005. Son dernier livre, Lutte des rêves et interprétation des classes. Démontage d'un tour d'illusion a été publié aux éditions de l'Olivier, Pensée rêvée, en 2013. Max Dora est professeur de médecine. Des notes et illustrations sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Introduction, partir d'un oubli. Âme, esprit, psyché, quel que soit le terme dont on désigne cette insaisissable entité, la seule chose certaine est qu'elle peut souffrir. À cette douleur qui n'est pas physique, la psychiatrie propose des remèdes, la philosophie des systèmes. Le plus souvent cependant, ces disciplines semblent passer à côté de l'essentiel. Une cécité, un oubli auquel, envahie comme elle l'est par des stéréotypes, la vie quotidienne elle non plus n'échappe pas. Cette curieuse absence a une signification, un sens. Ce livre en tentera l'approche. La psychiatrie et l'oubli du singulier. La psychiatrie est un territoire qui commence à l'ouverture des corps et finit à l'ouverture des rêves. De Bichat à Freud. Les plaintes que l'autopsie n'explique pas, non plus que les rayons X ou la résonance magnétique, les souffrances qui échappent donc au regard médical, la psychiatrie les recueille et, faute de les comprendre, les classifie. Lorsque Freud, le 24 juillet 1895, interprète l'un de ses rêves en lui appliquant la méthode de libre association, il est en mesure de révéler à la psychiatrie de son époque ce qui lui avait échappé. La place inconsciente de l'enfance. Le monde virtuel de la mémoire. Plus tard, l'antipsychiatrie rappelait à la psychiatrie et à la psychanalyse le champ auquel était inexorablement affrontée la singularité d'un être, celui des réalités sociales. En 1951, Laborit, chirurgien et neurobiologiste, découvrait les effets de la chlorpromazine. Entraient alors peu à peu en scène des molécules agissant sur l'angoisse, la déprime, le délire. Encore fallait-il, comme pour tout médicament, mettre à l'épreuve ces produits sur des groupes de patients homogènes. D'où le recours à l'informatique. L'hégémonie du modèle mathématique dans les sciences humaines trouvait alors une illustration spectaculaire, dramatique, avec le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM à révision périodique, ouvrage collectif de l'American Psychiatric Association, devenu le manuel international officiel de la psychiatrie. On y apprend notamment comment noter les résultats de l'EGF, évaluation globale du fonctionnement. Pour coder un cas de trouble bipolaire ou psychose maniaco-dépressive, par exemple, on a le choix entre 296.0x, 296.40, 294.4x, 296.6x, 296.5x, 296.7, 296.89, selon la date et la gravité du plus récent épisode maniaque ou dépressif. On imagine ce que peut devenir l'écoute d'un patient, parasité par la nécessité d'un tel chiffrage. Le pire, comme le dit Allen Frances, étant que le diagnostic va changer à la fois la manière dont l'individu se voit et la manière dont les autres le voient. Ainsi, prise au piège de son propre discours, la psychiatrie s'est peu à peu transformée en une immense injonction paradoxale. Elle se présente comme une discipline libératrice en même temps que, par son langage même,
son regard classificateur, ses diagnostics, ses évaluations, elle angoisse quasi imparablement. La philosophie et l'oubli de l'angoisse. C'est pour oublier leur angoisse que les philosophes créent des concepts. L'affectivité, pas très virile, a été longtemps exclue du champ de la philosophie, discipline réservée pendant des siècles aux hommes. Or, tout le monde a peur. Une peur qui remonte à l'enfance. Cette peur, bien rare, les courageux, sont ceux qui se risquent à l'avouer, est une étape indispensable pourtant si l'on cherche à la surmonter. D'autant que chacun, méconnaissant ou déniant l'angoisse des autres, se croit seul atteint de ce qu'il pense être une maladie. Si la lutte des classes est le moteur de l'histoire, le carburant de ce moteur est l'angoisse des individus. Ce dont aucun projet de société ne devrait faire l'impasse. C'est presque toujours l'angoisse qui se dissimule derrière la violence. Cela, on a beaucoup de peine à l'imaginer lorsqu'on est l'objet d'une agression. La conversion de l'angoisse en une haine meurtrière, certaines pages de Mein Kampf pourtant l'illustrent tragiquement. Kierkegaard, Sartre, sans parler de Heidegger, que Hitler n'inquiétait pas, tous évoquent l'angoisse mais contrairement à Hegel, aucun, pas même Lacan, ne mange carrément le morceau. La vie quotidienne est l'oubli d'une emprise, celle des groupes. Du matin au soir, sans en avoir toujours conscience, nous sommes pris dans des groupes. Leurs clichés, les récits, ou un rôle stéréotypé nous est assigné. Groupes qui peuvent être la meilleure, mais aussi la pire des choses si l'on n'est pas prévenu des périls de l'illusion thérapeutique, anxiolytique, qu'ils dispensent. Drogue dure, elle peut en effet conduire à des mimétismes meurtriers, tant l'illusion groupale, en yeux, s'assortit le plus souvent d'une soumission aveugle à l'autorité. Lors du procès d'Eichmann, Arendt évoquait son horrible don de se consoler avec des clichés. Par là, elle rejoignait Anzieux. Mais elle ne pouvait prévoir que 50 ans plus tard, un cultivateur rwandais, devenu tueur lors d'un nouveau génocide, dirait « Quand les tueries commencent, on se trouve moins gêné à manier la machette qu'à subir les moqueries et les gronderies des camarades. » En ce qui concerne le texte qui va suivre. Dans un premier temps seront évoqués des symptômes que l'on peut retrouver, diversement enchevêtrés, dans tous les troubles dits mentaux, l'angoisse, la déprime, stress et burn-out étant leur voile pudique et le délire. Il sera également fait état d'une pathologie qui ne figure dans aucun traité, alors qu'elle est de plus en plus répandue. La maladie de la valeur. Certains noms seront fréquemment cités. On ne s'étonnera pas d'y trouver celui de Freud, l'aventurier du rêve. Celui de Spinoza, sa démarche vers une connaissance du troisième genre, sera souvent invoqué. Le recours à Einstein paraîtra sans doute plus surprenant. C'est pourtant sa conception révolutionnaire de l'espace-temps qui entre en résonance avec la plus énigmatique des interrogations de Freud concernant l'appareil psychique. Eisenstein enfin y est très présent en raison de sa théorie du montage qui lui avait fait découvrir, disait-il, la formule du pathétique. Mais aussi de la place de la musique dans sa réflexion. Dès l'Antiquité, on parle de musique des sphères. Eisenstein avait l'étrange projet irréalisé d'écrire un jour un livre sphérique. Comme s'il voulait rappeler la dimension non dite de certains livres circulaires, se concluant par le sentiment d'énergie retrouvée qui avait été nécessaire pour les écrire. L'éthique est à la recherche du temps perdu, par exemple. Quel univers invisible, le montage même de chacun de ces livres secrètement exprimait. Celui de la folie peut-être, la singularité de Spinoza, de Proust. La façon qu'ils avaient eue de refuser les normes, les limites de leur temps. Avant, non sans angoisse, d'oser les transgresser. Chapitre 1. L'angoisse. Le moi est le véritable lieu de l'angoisse. Sigmund Freud, Inhibition, symptômes et angoisse. Des millions d'enfants meurent de faim chaque année sur la planète. Les inégalités s'accroissent, une barbarie est en marche. Tout cela nous le savons bien, mais nous ne le comprenons pas vraiment. À un journaliste qui l'interrogeait sur ce qu'il avait pensé au cours de sa mission, un pilote de bombardier répondait « Je n'arrivais pas à me sortir de la tête les 175 $ qu'il me reste à payer pour le réfrigérateur. » Il y a ainsi un refus général ou un déplacement de l'angoisse. Rarement avoué, notamment par les hommes qui la croient signe de faiblesse, la peur est le sentiment le plus universel et le plus dissimulé.
La description courageuse par Alain Weinstein de sa propre angoisse a le mérite d'en rappeler l'origine. Sa confession en surprendra plus d'un. Beaucoup penseront qu'il exagère, qu'il en remet, tant l'angoisse de l'autre est volontiers ignorée ou sous-estimée. La peur ramène à l'enfance. Et je me dis qu'à leurs yeux évidemment, à eux qui me confient leur peur, les auteurs que j'interviewe, je dois apparaître comme l'enfant qui, contrairement à eux, passe ses nuits tout seul sans avoir peur. S'ils connaissaient les affres auxquelles j'ai dû toujours faire face. Au début, j'étais pétrifié de terreur. La peur me serrait la gorge, me martelait la poitrine, me submergeait par vagues successives. La sueur inondait mon front, je la sentais couler sur mes côtes, j'étais secoué de tremblements au point de ne pas pouvoir tenir mon papier. Et pourtant, j'en avais besoin de mon papier, car j'étais si anxieux que je devais écrire mot à mot toutes mes questions. Je m'accrochais à mes fiches, même le mot bonsoir était écrit et même mon nom dans la désannonce de fin, car je vous assure que je ne savais plus qui j'étais. J'étais enroulé dans la peur comme une momie dans ses bandelettes. L'emploi de l'imparfait ne doit pas faire illusion, la peur ne m'a pas quitté. L'angoisse est une peur sans objet, dit-on. Sans objet manifeste, faudrait-il préciser. Ce que cache l'angoisse, en effet, c'est un morceau d'enfance mal oublié, du passé déguisé en futur. Encore faut-il, pour réellement le comprendre, réintégrer l'affectivité dans la rationalité, ce que personne n'avait fait avant Spinoza. Plus de 2 siècles avant que Freud ne découvre la pensée associative sur laquelle nous reviendrons longuement. Car l'affect, infiniment plus rapide que la lumière, abolit le temps. Ressentir, sans se l'être vraiment remémoré, un événement ayant eu lieu des années affect auparavant. L'année affect, unité de mesure de la mémoire, comme l'année-lumière l'est pour le cosmos, c'est non pas le voir, mais le vivre comme il n'avait peut-être jamais encore été vécu. Le recréer. Un voyage dans le temps aboli. Ainsi l'autre, d'un regard qui nous affecte, peut nous tuer, et pas seulement symboliquement. Il y a des suicides dans les entreprises. Les adolescents harcelés sur Facebook se donnent la mort. C'est que derrière toute angoisse, il y a un pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir des mots d'un groupe, qui nous impose, en nous jaugeant, une certaine représentation de nous-mêmes. Or, le comble, c'est que cette représentation n'est jamais qu'un cliché. Un rôle convenu qui nous est à notre insu imposé. Si nous en méconnaissons le caractère stéréotypé, c'est qu'il a ravivé une ancienne image de nous-mêmes, jusque-là inconsciente, parfois douloureuse, qui nous a submergés. Le méconnu et l'inconscient s'occultent ainsi mutuellement. Le double secret, un tableau de Magritte. 2 représentations d'un même visage. Dans l'une, une partie de la face manque, comme si elle avait été découpée. Dans l'autre, le visage est entier, mais il a perdu son regard au profit d'une excavation semée de grelots. Il y a aussi un grelot dans Proust à la fin du temps retrouvé, suggérant des résonances potentiellement meurtrières. L'essence apparemment mystérieuse de l'angoisse tient à ce double secret. Un enchevêtrement retors. La crainte d'être rejeté si nous n'acceptons pas le rôle qu'un groupe nous destine. Et dans le même temps, la perte de notre regard, l'insupportable resserrement des possibles que cette soumission réveille. On retrouve ici à la fois Bourdieu, les relations de pouvoir dans un certain champ et le stade du miroir de Lacan, l'assignation à un enfant d'un moi par le regard, par les mots de l'autre. Une certaine représentation de nous-mêmes est ainsi le point d'appui d'un levier ontologique que plus ou moins volontairement tous les pouvoirs utilisent. Levier qui leur permet, tel Archimède, de soulever un monde, le monde invisible de notre mémoire, de l'agencer à notre insu et de le projeter déguisé en avenir. Comment faire comprendre à qui est dans la certitude trompeuse de l'angoisse que l'on peut, en repérant le double fond, en démasquer la fausse évidence et la faire reculer. Car l'angoisse n'a rien de métaphysique. Elle est banale, commune, quotidienne. Telle celle qui, à la rentrée des classes, noue le ventre des élèves. Mais aussi ce que ces élèves ignorent, le ventre de leurs professeurs. Encore faut-il ne jamais oublier l'angoissant manque d'argent dont, curieusement, on ne parle jamais. Quand on parle à quelqu'un d'argent, son visage change et qui lit-on? L'inquiétude. Je l'ai remarqué 100 fois. On dirait qu'on touche aux sources mêmes de la vie. L'angoisse, maillon si souvent méconnu, est en effet un enjeu politique majeur.
La peur change de camp lors de certains événements, le Front populaire par exemple, ou mai 68. Ou plus banalement pendant le temps d'une grève. C'est cet oubli qui rend énigmatique toute servitude. Jamais en réalité volontaire, contrairement à ce que disait la Boétie. Que peut-il en effet subsister de volonté, chez un être qui a perdu son regard parce qu'un pouvoir a étranglé son désir en le déprimant, jusqu'au suicide parfois? Il est donc essentiel d'apprendre à ne pas craindre sa propre angoisse. Elle atteste la force d'exister. Un combat. Elle est même une ligne de défense à l'égard de la stase désespérée de la déprime. C'est cela qu'il faut transmettre. Qui écrira angoisse, mode d'emploi? Pour dire que les êtres, contrairement au grain de limaille, peuvent s'en sortir s'ils parviennent à se représenter les lignes de force du champ où ils sont pris. Une pédagogie de l'angoisse, c'est sans doute ce que l'on devrait inscrire très tôt dans les programmes scolaires. Cette peur universelle, face à la menace que l'autre représente, personne ne l'a mieux décrite que Hegel. Il en parle comme d'une peur primordiale, peur absolue qui fait chanceler une conscience. Peur nécessaire, il y insiste parce qu'elle seule atteste qu'avec cet autre, il y a une relation réelle. L'angoisse face à l'autre que décrit Hegel, c'est la conscience d'un risque en effet mortel, nous l'avons vu. Celui d'un amoindrissement de soi, apparemment irrémédiable si l'autre parvient à imposer à notre conscience une certaine image de nous-mêmes. Insulter, ou même simplement porter un jugement de valeur, c'est tenter de faire tomber l'autre dans un montage désespérant de sa mémoire. Tu n'es pas intelligent. De tels mots peuvent induire un sentiment d'exclusion et dans le même temps une véritable réorganisation, un montage réducteur de toute la mémoire. Un tri ne retenant du film de notre passé que les scènes où nous n'avons pas été à la hauteur, nous confirmant qu'en effet, nous ne sommes pas intelligents. Le vieux rôle, alors, nous étrangle la mélodie. Il n'est ainsi pas étonnant qu'à Freud et ses patients, pris dans la mythologie du masculin-féminin régnant à l'époque, cette sensation de réduction de l'être, conséquence d'un montage, évoque une castration. Sur ce concept de montage, nous reviendrons longuement. Écouter un être angoissé ainsi, c'est être attentif à son style plutôt qu'à ses manières. Entendre ses rythmes, savoir supporter ses dissonances. Contre-champ musical. Cette attention même, ce mouvement de reconnaissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.